Au cœur des magnifiques montagnes alpines se joue un phénomène captivant. Des papillons, spécialement adaptés à différentes altitudes, doivent relever un défi de taille. Comment préserver leur identité d'espèce malgré les échanges continus de gènes? Bienvenue dans le projet DIVALPS, qui explore les mécanismes de la diversification et de l'acclimatation des papillons alpins. Première étape pour les scientifiques, trouver la bonne fenêtre temporelle, car de l'été à l'hiver, ce sont des chenilles. Ils adoptent la forme de papillons uniquement quelques jours au printemps. Ici, on est à 500 mètres d'altitude, qui est vraiment l'habitat typique de Senonafa arcania, le céphale, le papillon de basse altitude, où on a vraiment des petits arbustes un peu partout, même si ça reste évidemment un papillon de milieu ouvert. La petite chenille se nourrit sur de l'herbe, donc il faut quand même de la prairie et du milieu ouvert. Les papillons, c'est un groupe qui est particulièrement intéressant parce qu'ils sont très diversifiés, comme beaucoup de groupes d'insectes, je veux dire, mais ils présentent des morphologies et des habitats très variés, et donc ils sont capables d'une très forte adaptation. Pour avoir des échantillons comparatifs de la sous-espèce évoluant en haute altitude, il faut maintenant prendre un peu de hauteur. Donc ici, on est à 1600 mètres d'altitude. On est dans un habitat qui correspond à l'habitat de Senonafa gardeta, l'espèce de haute altitude, où c'est de l'herbe partout. Il y a plus de vent aussi, donc ça va être, le papillon va avoir tendance à voler un peu au ras des touffes d'herbe. Et il va rechercher, pour le trouver en tout cas, il faut trouver les endroits un peu protégés, un peu frais, avec de l'herbe bien verte. L'espèce de haute altitude, elle a une taille plus petite et elle est plus foncée que l'espèce de basse altitude, qui est de taille plus grande et plus orangée. Et donc ça pourrait être une adaptation déjà au vent. Le fait d'être plus petit, on a moins de prise au vent pour l'espèce de haute altitude. Ensuite, le mélanisme, le fait d'être plus foncé, ça pourrait être pour mieux capter l'énergie solaire et mieux emmagasiner la chaleur du soleil. Une fois les papillons récupérés, direction le laboratoire pour les analyser. Ça y est, on est de retour du terrain et on va devoir traiter assez rapidement nos échantillons pour éviter que l'ADN se dégrade. Et parce que l'objectif, il est vraiment d'aller extraire cet ADN le plus rapidement possible pour qu'il reste le plus pur possible et de pouvoir aller regarder le génome de nos individus. Une fois le séquençage effectué, il est alors temps d'aller explorer les données et les résultats. On va pouvoir maintenant les analyser, notamment les aligner sur notre génome de référence, qu'on a reçu des collaborateurs rennais qui ont pu faire ça. Ça, on fait, c'est vraiment de la bioinformatique, on fait grâce à des logiciels qui sont très utilisés par d'autres, qui ont été développés par différents laboratoires, qui sont bien sûr accessibles, parce que l'objectif est de capitaliser sur ce qui a été fait par d'autres chercheurs un peu partout dans le monde. Et ça va nous permettre derrière de sortir des jeux de données où on a vraiment ce qu'on appelle le génotype, donc l'information génétique pour chacun de nos individus, puis aller trouver derrière des différences entre nos individus et nos populations pour mieux comprendre comment ces paramètres et ces différences génétiques ont influencé la divergence et la différenciation entre ces deux espèces. Du coup, en utilisant ces données génétiques, ce qu'on arrive notamment à faire, c'est d'estimer un temps de divergence pour ces deux espèces qui remonterait a priori à peu près 2 millions d'années, où on pense qu'une petite partie de la population ancestrale s'est retrouvée isolée, sûrement géographiquement, soit à cause de glaciers, soit à cause qu'elle était coupée par la forêt ou une montagne, on ne sait pas exactement, mais a permis à une petite population de petit à petit s'adapter à un milieu qui est plus froid, plus alpin, et qui a donné naissance à l'espèce qu'on connaît maintenant, qui est Senonafa gardeta, qui est maintenant que dans la zone alpine. Et on sait aussi, on a pu estimer qu'il y a environ 350-400 000 ans, cette population adaptée au climat alpin, elle est rentrée en contact avec la population d'origine, donc Senonafa arcania, et ils rééchangent quelques gènes, très peu, mais quelques gènes. Ce qu'on peut aussi faire, c'est réestimer la taille des populations au cours du temps. Et on a pu voir qu'à chaque période glaciaire, donc quand on a des glaciers notamment sur les montagnes ou dans le nord de l'Europe, la population de gardeta qui est adaptée à ce milieu froid augmente. Alors que par contre, dans les moments interglaciaires où le climat est plus chaud, plutôt Arcania qui a une population relativement conséquente parce qu'elle peut se répandre sur l'ensemble de la basse altitude en Europe, alors que Gardeta se retrouve piégé dans les zones alpines, notamment dans les Alpes, ou peut-être ça a été le cas dans les Pyrénées, mais
tout cas, on ne la trouve plus là-bas maintenant. Le projet d'IVALPS soulève des questions essentielles de l'impact du changement climatique sur la biodiversité alpine, ainsi que l'importance de protéger ces écosystèmes fragiles. Les échanges de gènes déjà adaptés entre espèces de basse et de haute altitude peuvent permettre, par exemple à l'espèce de haute altitude, de supporter un réchauffement climatique, comme ça s'est passé à la fin du dernier maximum glaciaire, en empruntant quelque part des gènes déjà adaptés au chaud de l'espèce de basse altitude. Mais il faut bien garder à l'esprit que ces changements climatiques se sont écoulés sur des millénaires jusqu'à maintenant. Et là, on a une accélération du réchauffement climatique qui est inédite. Et donc, on ne sait pas jusqu'à quel point le vivant va être capable de répondre, comme il a répondu jusque-là aux changements climatiques passés. Pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude particulière pour la conservation ni d'Arcania ni de Gardetta, parce que c'est des papillons avec une abondance qui est extrêmement forte quand on les trouve. Par contre, on peut se demander si l'hybridation entre les deux espèces qu'on observe dans certaines zones de contact, elle pourrait augmenter avec le réchauffement climatique et entraîner de plus en plus de connexions génétiques, de ponts génétiques entre les deux espèces qui limiteraient leur différence au fur et à mesure des générations et pourrait entraîner potentiellement une fusion des deux espèces qui redeviendrait une seule et même espèce. Alors on n'en est pas du tout là avec Arcania et Gardetta, mais ça s'est vu dû à l'action de l'homme chez d'autres espèces, notamment le poisson dans le lac Léman ou dans le Rhin, où l'ouverture de canaux, par exemple, a remis en contact deux espèces qui se sont complètement refusionnées pour devenir une seule et même espèce. Les avancées scientifiques du projet d'IVALPS nous éclairent sur la complexité du vivant, la diversification et l'adaptation qui sont des processus perpétuels et dépendants de nombreux facteurs.